Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'expression de la colère de la diaspora camerounaise résonne encore sur la scène politique nationale après une grande mobilisation de plusieurs milliers de Camerounais à Paris en France. Le MRC et le SDF y voient une démonstration de force pacifique pour contester la malgouvernance et attirer l'attention de la communauté internationale sur les dérives totalitaires au Cameroun dans les rangs du parti au pouvoir. Ces revendications sont jugées infondées et selon le RDPC, cette mobilisation est une tentative de déstabilisation du pays. Vous suivrez dans ce journal le regard croisé des leaders politiques au cœur de ce journal. À suivre également dans le journal de 20h, la fracture numérique et le déficit énergétique sont des obstacles à l'inclusion financière sur le continent africain, alors que les produits bancaires et les différents services sont très peu accessibles pour les acteurs économiques. Ceux-ci dénoncent également les difficultés d'accès et les multiples conditionnalités que posent les banques afin d'obtenir des crédits bancaires. Qu'en est-il réellement? On en parle dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Plus de 60 000 hectares de forêt attribués à une entreprise agro-industrielle suscitent des grincements de dents chez des populations résidant à Niété et Campo, dans le sud du Cameroun. Elles se plaignent des conséquences environnementales et des désagréments sur leur culture vivrière, alors que la société civile milite pour la révision de ce projet d'implantation d'une grande palmeraie. Les responsables de cette entreprise affirment avoir pris en compte les intérêts des populations et déclarent qu'elle respecte l'entreprise en question, qu'elle respecte le cahier des charges qui a été négocié entre le gouvernement et cette entreprise incriminée. Évocation de cette situation qui inquiète des populations dans le sud Cameroun, c'est avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. À notre arrivée à Nazareth, c'est un vent d'amertume, de tristesse et de désolation qui nous accueille. L'éléphant fait les dégâts. Le champ est déjà détruit comme ça là. Ce sont ces dégâts. Ce petit village de l'arrondissement de Campo souffle le chaud et le froid depuis que le gouvernement a décidé de céder à une agro-industrie pas moins de 60 000 hectares de terre, dont une bonne partie est issue d'une forêt déclassée, à savoir l'unité forestière d'aménagement 09025. C'est ça qu'on a abandonné le champ là parce qu'il faut aussi être peur, comme moi comme ça là. Je peux venir seul. Peut-être ça peut me tuer. Cette cultivatrice parle des dégâts causés par les éléphants et d'autres mammifères qui, ayant perdu une bonne partie de leur habitat, se retrouvent désormais en divagation. On ne sait pas comment on peut faire, on peut vivre comment. On dit qu'on ne travaille pas. Alors que tu as le champ, tu travailles et c'est l'éléphant qui mange tout ça. Quand on parle du plantain, l'éléphant aime le plantain. En raclant seulement les feuilles là, en prenant le jus de l'intérieur du plantain. On ne peut pas dormir, les éléphants sont là dans la nuit, dans la journée c'est les gorilles. Donc tous les mammifères féroces là, ils nous dérangent. On ne sait de quel pied danser. Là-bas on dit on ne peut pas tuer les éléphants. Et là on nous dit il n'y a même pas de rémunération. Nous allons vivre comment? Nos champs, nous ne les cultivons plus comme cela se doit. On ne peut plus aller en profondeur de forêt. Et les bruits de camvert sont en train de les repousser vers le village. Même ces petits champs que nous faisons, nous n'avons pas grand chose dans ça. Ils ont commencé à exploiter l'UFA déclassé, mais aussi ils commencé à entrer dans notre forêt communautaire pour défricher et créer les plantations sans nous demander quelque chose. La superficie que la Camvert a déjà défrichée dans notre forêt communautaire est de 350 hectares. Des accusations que les responsables de Camvert rejettent en bloc. Ils estiment avoir agi jusqu'ici dans les limites de l'espace qui leur est dédié. Espace dont ils ne vont occuper que la moitié pour un début
Au sujet de la divagation des animaux, et notamment des pachydermes, Camvert explique que le phénomène n'est pas nouveau et n'est donc pas forcément la conséquence de leurs activités, du fait de l'existence dans la zone de la réserve de Campoman. Les populations disent également n'avoir pas été approchées par les responsables du projet. Du coup, le cahier de charge demeure un serpent de mer. On nous dit que Camvert est en train de travailler derrière un cahier de charge qui n'a jamais été lu. Nous ne savons même pas ce que nous attendons de Camvert. Tout ce que nous vivons et tout ce qui nous fait vivre se trouve dans l'UEFA. Les cours d'eau pour pêcher, c'est dans l'UEFA. La pêche, c'est dans l'UEFA. La chasse se fait dans l'UEFA. La cueillette se fait dans l'UEFA. Nos plantes médicinales sont dans l'UEFA. Nous ne refusons pas le projet Camvert, mais la façon que Camvert entre chez nous, parce qu'on n'a aucun papier venant du gouvernement camerounais, on n'a pas des preuves, on n'a pas fait l'étude d'impact environnemental dans nos forêts. On voit seulement les gens qui entrent, qui sortent, qui font ce qu'ils veulent. Donc nous sommes en train de dénoncer et d'appeler les autorités compétentes pour qu'ils nous viennent au secours. La grande plantation de Camvert qui, dans l'avenir, sera aussi un danger permanent pour les poissons et même les espèces que nous défendons. Je fais dans l'écotourisme et je protège les espèces en voie de disparition qui sont, un exemple, la tortue, comme vous avez trouvé les cases. Camvert n'est pas de cet avis. Ses responsables disent avoir tenu plusieurs réunions avec les représentants des populations et notamment les chefs de groupement. Quant au cahier de charge, ils disent avoir commencé l'exécution de certains engagements, au rang desquels la réhabilitation d'une partie de la route Kribi-Campo. Les autres engagements, parmi lesquels le désenclavement des bassins de production, devant varier d'une localité à une autre. Ils brandissent également le décret du Premier ministre du 11 novembre 2019, lequel porte déclassement d'une parcelle de forêt de 60 000 hectares relevant du domaine privé de l'État pour être affectée à la production agricole. Une décision que le service d'appui aux initiatives locales de développement ne voit pas d'un bon œil. L'environnement dans lequel vient s'installer ce projet, c'est un environnement qui a déjà subi de nombreuses pressions sur la forêt. Nous avons d'un côté le projet de Membele, le projet du port en eau profonde de Kribi, qui a aussi englouti une très grande partie de la forêt et avec la biodiversité qui va avec. Pas loin de là, on a Evecam, qui a aussi pris une très grande partie de la forêt. Et aujourd'hui, on est en train d'attribuer à peu près 60 000 hectares pour la production de palmiers à huile à Camvert, ce qui apparaît être trop parce que ça va exacerber les problèmes environnementaux et sociaux qu'on observe dans la localité. Pour le Saïd, il est impératif de repenser le projet qui, dans son dimensionnement actuel, représente une grande menace pour la biodiversité. Le projet s'installe à la limite avec un parc national qui est le parc national de Campoman. Et donc, il va fortement impacter sur la préservation des animaux. Le processus même d'attribution en concession agro-industrielle n'est pas abouti, mais sur le terrain, on voit déjà d'énormes activités qui sont menées par l'entreprise. Il faudra repenser et redéfinir la vision de protection de la biodiversité dans cet espace, qui devrait être le socle pour pouvoir dimensionner ce projet. Il en est de Campo et de Niété, comme d'Ebo et d'Abam, où la cession à grande échelle des terres a fait sortir les populations de leur gong, obligeant parfois le gouvernement à faire marche arrière. Elle résonne encore sur la scène politique nationale, cette colère de la diaspora camerounaise exprimée dans les rues de Paris en France. C'était samedi, lors d'une mobilisation de plusieurs milliers de Camerounais de la diaspora. Ils se sont retrouvés pour attirer l'attention de la communauté internationale et surtout de la France sur les dérives dictatoriales au Cameroun, la malgouvernance, l'enlisement de la crise anglophone et le maintien en détention des militants et activistes politiques de l'opposition, des revendications jugées infondées dans les rangs du parti au pouvoir. Des cadres du RDPC y voient plutôt une tentative de déstabilisation du pays. Faux retorque des militants de l'opposition. Ils y voient un signal fort à l'endroit du pouvoir de Yaoundé sur la prise de conscience des Camerounais de la diaspora et leur volonté de changement dans leur pays. Réaction croisée dans ce reportage signé Kediara. C'est plusieurs centaines de Camerounais offusqués qui se sont retrouvés ce samedi, place de la République à Paris, pour manifester
contre un ensemble de dysfonctionnements enregistrés au Cameroun ces dernières semaines. Parmi ceux-ci, les détournements de deniers publics, la corruption, la guerre, les atteintes à la dignité humaine. Une marche de laquelle le professeur Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, s'est désolidarisé avant de faire en fin de soirée une déclaration dans laquelle il félicite la réussite éclatante et populaire d'une manifestation tenue par ce qu'il considère comme étant des acteurs majeurs de la résistance nationale. Face à cette manifestation, des hommes politiques réunis sur le plateau de droit de réponse ce dimanche ont posé des analyses. Pour André Luther Meka, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la marche de ce samedi était une autre preuve de la conspiration menée depuis longtemps par un groupe de personnes vis-à-vis de l'État camerounais. On ne peut pas faire en sorte que des gens conspirent contre l'État, font des postes d'insurrection, de révolution et même de chassement, et qu'ils se mobilisent pour pouvoir renverser l'État, ce qu'on appelle atteinte à la sûreté, et qu'ils se pavanent libres et que l'État ne réagisse pas. Les Camerounais sont dans le dénigrement systématique de leur pays et prennent notamment comme caution ou comme épouvantail la communauté internationale ou les grandes puissances. Argument battu en brèche par Christian Massouma, membre régional du bureau du MRC pour le littoral. Il affirme qu'il s'agissait plutôt là d'un ras-le-bol des Camerounais qui ont manifesté à la fois pour eux et pour leurs frères installés au pays, mais privés d'exercer cette liberté. Parce qu'au Cameroun, ils violent leurs propres lois sur les manifestations publiques et les libertés publiques et qu'ils empêchent systématiquement l'opposition de s'exprimer. Nos frères de la diaspora qui bénéficient d'un régime juridique favorable dans les pays d'accueil sont obligés de s'exprimer pour témoigner leur solidarité avec ceux qui sont restés ici et qui sont systématiquement sous le coup de la répression. Je vais demander à M. Meka de nous dire ce que Olivier de Bounissac fait en prison, ce que le professeur Foguet fait en prison, juste parce qu'ils ont exprimé une opinion contraire à la vôtre. Un point de vue largement partagé par Aristide Mono, analyste politique, qui rajoute à cela l'expression des souffrances des Camerounais forcés à l'exil. Pourquoi ces enfants sont en exil socio-économique? Parce qu'il y a ceux qui sont en exil socio-économique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir accès à ce que l'État devrait normalement leur garantir, et ils ont décidé d'aller braver la Méditerranée, de braver les intempéries des déserts africains pour rejoindre l'Eldorado et pouvoir se constituer une vie là-bas. Et Dieu seul sait dans quelles conditions ces enfants vivent. Pour Moustapha Ngwana, avocat pour le SDF, les Camerounais installés à l'intérieur du pays devraient se forcer à copier cet exemple afin de bouger les lignes encore plus fort. Ce qu'il faut espérer, c'est que le peuple camerounais prenne le relais, le peuple camerounais de l'intérieur prenne le relais pour faire des revendications véritables. Parce que la crise dans le Nozo et toutes les revendications faites impactent sur notre quotidien à tous. Dans le reste de l'actualité, la fracture numérique et le déficit énergétique sont des freins à l'inclusion financière, à la numérisation du secteur bancaire en Afrique. Une étape pourtant cruciale pour amener les Africains à avoir accès aux produits et services bancaires. Des experts appellent les différents États à lever ces barrières. Les enjeux de ces réformes de numérisation du secteur bancaire sont présentés dans ce reportage signé Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La banque de demain, ce sont des ouvertures de compte, des dépôts et retraits complètement numérisés. Cela demande de la ressource technique et humaine pour prendre en compte les réalités socio-économiques de l'Afrique appelées à s'adapter. Au niveau surtout des dépôts, il y a une innovation qui va se faire. On pourra donc avoir des automates où les gens, où les clients peuvent déposer leur argent les week-ends quand les banques sont fermées. La nuit, les économies de la nuit qui se développent beaucoup, parce que vous voyez les tenanciers des bars, des hôtels, peuvent vouloir effectivement sécuriser leur argent à une certaine heure. Donc il y a des automates
qui leur permettront en fait d'aller faire des dépôts. Mais ces innovations doivent être pensées et mises en œuvre en tenant compte de l'environnement socio-économique africain. Pour cela, des préalables sont à remplir. Le premier, celui de la disponibilité de l'énergie électrique. Un distributeur, il faut fonctionner 24/24, 7/7. Mais pour fonctionner, il faut qu'il ait l'électricité à chaque moment. Pour que lorsque vous venez voir un distributeur, vous puissiez récupérer votre argent sans problème. Donc ce sont les prérequis, les préalables pour que la digitalisation fonctionne correctement en Afrique. Mais il se trouve que dans bon nombre de pays africains, aussi bien en zone urbaine que rurale davantage, l'accès à l'électricité est souvent insuffisant lorsqu'il n'est pas simplement nul. Un autre challenge, c'est celui de l'accès à Internet. Les infrastructures comme la fibre optique restent peu développées sur le continent, bien que des efforts soient en cours. On voit des investissements et des partenariats qui sont faits avec des fournisseurs de solutions comme les Huawei, etc. Donc, on est dans une dynamique d'amélioration de la qualité de service Internet au Cameroun. C'est vrai qu'il y a des choses à faire, il y a des travaux qui sont en cours par des associations corporatives pour accompagner ou tout au moins tirer la sonnette d'alarme à l'attention des pouvoirs publics. La digitalisation des services bancaires, l'autre condition à remplir, c'est réussir l'inclusion financière. Ceci appelle l'éducation des masses aux outils techniques en jeu dans la numérisation afin d'intégrer le maximum de population dans le circuit bancaire, notamment une jeunesse de plus en plus présente sur les communications électroniques. Au-delà de l'enjeu de la numérisation des services et produits bancaires, des acteurs économiques du secteur informel se plaignent des énormes difficultés d'accès au crédit bancaire. Ils dénoncent des conditionnalités imposées afin d'avoir accès à des crédits sur le moyen et long terme. Le problème a été posé lors d'une rencontre entre les acteurs économiques et les acteurs du système bancaire à Douala. Des précisions avec Warren Zede et Cédric Ding. Au Cameroun, 90% de la force active est piégée dans le secteur informel, soit 4 personnes actives sur 5. Un secteur dont près de 80% des activités est axé dans le domaine rural, selon des chiffres du Programme des Nations Unies pour le développement. Une réalité qui contraste avec le fait que plus de la moitié du réseau bancaire camerounais soit concentré dans les métropoles, ce qui vient mettre un plomb à l'aile dans le maillon fort de la chaîne économique locale. On a un secteur informel dynamique. Je crois que l'idée aujourd'hui, c'est de trouver des passerelles pour amener le secteur informel vers le secteur formel. Et il y a toute une stratégie, il faut le dire, au niveau du Cameroun et même de la sous-région, il y a tout un programme de stratégie d'inclusion financière qui va, dans les prochaines années, favoriser l'inclusion de la masse qui reste encore exclue du système formel. Amener le secteur informel vers le secteur formel. Une volonté qui passe par une véritable éducation bancaire dans un contexte où le taux de bancarisation reste fortement bas et très peu ancré dans les habitudes locales. Les banques vont jouer un rôle central en éduquant déjà leur clientèle actuelle, mais en travaillant pour des programmes d'éducation future. Et il y a des relais, comme la microfinance, il y a des relais, comme les établissements financiers, qui peuvent continuer à travailler pour que davantage de la culture financière fasse partie de notre environnement. Un renforcement de la culture financière qui passera par la décomplexification du processus d'accès au financement pour les acteurs du secteur informel et par la levée du voile opaque qui sépare encore le client de l'institution bancaire. Le crédit, c'est tout un processus assez complexe. Il faut vérifier s'il va se rembourser, quelles sont vos activités, quelles sont les garanties que vous pouvez donner dessus pour que ce crédit ne puisse pas avoir de problèmes. Donc vous amenez des garanties en disant que moi, c'est ma liquidité sur 100 millions, moi j'ai déjà 20 millions. La banque finance le reste. Là, la banque va dire, ok, vraiment, tu es intéressé par ce projet et là, on peut t'accompagner en respectant les conditions que chaque banque va donner. Une volonté manifeste que devra aussi accompagner les pouvoirs publics afin de permettre au secteur informel de jouer pleinement sa participation dans l'amélioration du tissu économique national.
des formations sanitaires publiques se heurtent à d'énormes difficultés qui plombent leur bon fonctionnement. Le diagnostic de ce mal a été présenté au maire de la ville de Bafoussam. Roger Tafam a été édifié sur l'insuffisance du plateau technique en vue d'optimiser la prise en charge médicale des personnes indigentes dans certaines formations sanitaires de la capitale régionale de l'Ouest. Compte rendu, Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Centre médical d'arrondissement de Konso, dans l'arrondissement de Bafoussam 3e, fonctionne dans des conditions peu enviables, entre plateaux techniques obsolètes, insuffisance de personnel et manque permanent de médicaments. Tout est réuni ici pour complexifier la tâche aux responsables de cette structure sanitaire publique. Le CMA de Konso ne dispose que de 20 personnels de santé, tout type confondu. 3 médecins fonctionnaires pour 10 000 habitants, alors que l'OMS en recommande 7. Pour ce qui est de la pharmacie qui se fermait dès 16 heures, incapable d'assurer la permanence de l'hôpital 24h/24, nous avons recruté et formé un autre commis et dont la pharmacie est en permanence fonctionnelle. Mais les stocks de médicaments sont insuffisants pour couvrir toute la population. Ainsi, il y a régulièrement des ruptures de stock en médicaments et même en réactifs de laboratoire. Ce sombre tableau ne s'écarte pas trop de la dure réalité vécue à l'hôpital de district de la Méfi, plus connu sous l'appellation de l'hôpital de Famla. Quand vous êtes l'ambassadeur du grand maire, puisque vous continuez évidemment à passer nos doléances. Voici. Nous recevons beaucoup de femmes en CPN, nous faisons beaucoup d'accouchements et l'espace est très réduit. Après avoir touché du doigt le quotidien herculien des patients et personnels de ces hôpitaux, la communauté urbaine de Bafoussam se dit préoccupée. La réflexion sera menée pour voir dans quelle mesure apporter un soutien à ces formations sanitaires-là. Ayant fait de l'épanouissement des femmes enceintes et des enfants son principal combat, Miss Cameroun Ouest lance un appel à l'intention des bienfaiteurs. J'invite ici tous ceux-là qui puissent aider à ne pas hésiter à venir en aide à ces hôpitaux qu'on a cités aujourd'hui et apporter leur petit plus, leur petit quelque chose à ces mamans et à ces enfants pour améliorer en fait leurs conditions. En attendant que cet appel trouve écho favorable, les patients nécessiteux de ces hôpitaux, ainsi que ceux de l'hôpital régional de Bafoussam, viennent de recevoir un léger palliatif de la communauté urbaine de Bafoussam, constitué de denrées alimentaires et de kits anti-Covid-19. Le maire de la ville a en plus des activités, des opérations qui sont menées dans les autres lieux publics, les marchés, les gares routières, les services publics. Le maire a pensé qu'il était de bon ton de se rendre au chevet des malades pour leur apporter notre soutien également dans le cadre de cette lutte-là. Et pour leur réitérer le message du gouvernement qui est celui de continuer à respecter les mesures barrières. Cette action s'inscrit dans le cadre des initiatives prises pour préserver les couches vulnérables de la pandémie de Covid-19. Il y a peu, ce sont les enfants déplacés de la crise anglophone qui en bénéficiaient. En bref, à présent, l'histoire de ce Camerounais ayant développé un talent dans le faux et l'usage de faux. Kennedy, c'est son prénom, déplacé interne de la crise anglophone, extorquait de l'argent à de nombreux Camerounais à travers la falsification des papiers administratifs et pièces officielles. Il a été mis aux arrêts par par les éléments du commissariat central en DDA. Nous y reviendrons. Dans l'actualité internationale, Jacob Zuma bénéficie d'un sursis, lui qui a été condamné à 15 mois de prison. Il a interjeté appel et pendant ce temps, le président du Conseil militaire de transition au Tchad est en France en vue de négocier avec le président Emmanuel Macron une coopération militaire renforcée face à la résurgence des attaques djihadistes dans le Sahel. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Gladys Sidié. Rebelles du Tigré ont annoncé accepter un cessez-le-feu de principe dans cette région dont ils ont largement repris le contrôle à l'armée fédérale éthiopienne, tout en imposant des conditions qui rendent sa formalisation difficile. Parmi les conditions figure notamment le retrait des forces érythréennes de Amhara,
qui soutiennent l'armée éthiopienne dans l'opération militaire qu'elle mène depuis 8 mois contre les anciennes autorités de cette région du nord de l'Éthiopie, ainsi que la restauration de ces autorités. Les autorités rebelles demandent aussi la création par l'ONU d'un organe d'enquête indépendant sur les crimes commis durant le conflit. D'autres conditions posées sont d'ordre humanitaire, comme la distribution sans entrave de l'aide humanitaire depuis toutes les directions et par tous les modes de transport. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 400 000 personnes ont franchi le seuil de la famine dans la région et 1,8 million de personnes supplémentaires sont au bord de la famine. En Afrique du Sud, condamné Jacob Zuma ne se constituera pas prisonnier. À l'expiration du délai imposé par la justice pour se rendre aux autorités, l'ancien président sud-africain a annoncé dimanche qu'il ne se constituera pas prisonnier après sa condamnation à 15 mois pour outrage par la plus haute juridiction, après avoir à plusieurs reprises refusé de témoigner dans le cadre d'enquêtes pour corruption d'État. Le pays attendait de voir si l'ancien chef de l'État allait obéir de lui-même ou serait amené au cours d'une spectaculaire arrestation par la police. Mais Jacob Zuma a obtenu un sursis. La Cour constitutionnelle a en effet accepté la demande de revoir son jugement et une nouvelle audience a été fixée au 12 juillet prochain. Dans l'actualité, cette visite, la première du genre, de Mahamat Idriss Déby. Il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Les deux personnalités ont évoqué le processus de transition, la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme, entre autres. Ils ont également évoqué l'organisation dans les jours à venir du dialogue national inclusif et la tenue des élections libres, transparentes et démocratiques. Le désengagement progressif des troupes françaises de la force Barkhane était aussi à l'ordre du jour de cette première visite de Mahamat Idriss Déby en France. Sur le chemin de la Cannes édition 2022, bouclons la page de la belle épopée de cette équipe du Front de Libération Nationale dans la lutte de l'indépendance de l'Algérie avec le portrait de deux joueurs emblématiques, Mustapha Zitouni et Rachid Mekloufi. Ils étaient les porte-étendards de leur pays entre 1958 et 1962. Parcours de ces deux icônes du football algérien, c'est avec Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. في مثل هذا اليوم من سنة 2014 فقدت الجزائر علما من أعلامها أسطورة كرة قدمها العملاق مصطفى زيتوني. J'étais au sommet, oui. J'étais au sommet, oui. J'étais titulaire en équipe de France. Ça a été vraiment pour moi l'apothéose, que je sois sélectionné puis en équipe de France. C'est sûr, c'est le vœu d'une carrière d'un footballeur. Rachid Mekloufi, vous êtes capitaine de la Saint-Etienne. Voilà combien de temps que vous êtes au club? Eh ben, je suis depuis 1954, ici à Saint-Etienne. 12 ans déjà? Oui, déjà. À leur désertion du championnat français le 13 avril 1958, pour rallier l'équipe du Front de Libération Nationale, la plupart des joueurs algériens de l'époque constituaient la fine crème du football français, avec des pièces maîtresses en équipe de France, à l'instar du Stéphanois Rachid Mekloufi et le monégasque Mustapha Zitouni. De jouer en équipe de France, de représenter un pays, c'est beaucoup. Et en plus de remplacer un monsieur comme Jean-Claude, ça a été vraiment, pour moi, ça a été quelque chose d'inoubliable, parce que Jean-Claude était quand même un des meilleurs centrales d'Europe. Je suis arrivé à lui enlever la place. J'ai joué à sa place, comme arrière central. Sur le plan sportif, ces deux pépites font rayonner le football français et l'équipe de France. Les Bleus doivent leur qualification à la Coupe du Monde de 1958 à une superbe prestation de Mustapha Zitouni, devenu patron de la défense centrale, neutralisant surtout toutes les ardeurs de Alfredo Di Stefano, le grand maître à jouer du mythique Real Madrid de l'époque. Les Espagnols repartent par Kubala. Kubala, bien joué Zitouni. Merci Zitouni, on avait peur là. Zitouni repart. Zitouni, Wisniewski. Wisniewski, Zitouni. Zitouni vers Fontaine. Heureusement que Zitouni est là, se couche sur le ballon et empêche Di Stefano d'avancer. À Paris, contre Di Stefano, là, on avait fait 0-0 et la France a été qualifiée pour la Coupe du Monde en 58. Si par exemple la France avait perdu, la France aurait été éliminée de la Coupe du Monde. J'ai sauvé un but
le ballon allait pénétrer dans le but et j'ai réussi à faire la couverture de Colonna pour sortir ce ballon qui allait vers le but. Le sauveur de la France d'ailleurs. Défenseur dans l'âme, Zitouni a tour à tour roulé sa bosse à l'AS Cannes et Monaco. Il joue de 1953 à 1958, 170 matchs, marquant même 17 buts. Avec l'équipe du FLN, c'est 80 matchs livrés pour 4 buts marqués. J'aurais voulu faire la Coupe du Monde par exemple en 58, j'aurais voulu la faire. Mais le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or, des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière sportive. Ma carrière sportive, et puis j'avais quand même une carrière footballistique professionnelle intéressante. De pouvoir jouer à l'étranger, de pouvoir faire la Coupe du Monde en 58. Une émission de Jean Calvel, Paul-Louis Mignon et Maurice Hutin. On peut dire sur le plan sportif qu'il y a des choses très importantes, c'est qu'une équipe comme Monaco qui est deuxième du championnat de France et qui est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France pour rencontrer Nîmes est privée de 4 joueurs extrêmement importants. Zitouni, son arrière central, Ben Tifour, son ailier gauche, Boubaker, son gardien de but et Bekloufi, un excellent avant. Ce sont des pertes très graves. Un coup sérieux pour Monaco. Et puis alors, c'est un coup sérieux aussi au portefeuille, si je puis dire. Ça fait 36 millions que la principauté va devoir retrouver quelque part. Une fois l'Algérie indépendante, Zitouni portera cette fois le maillot des Fennecs. Son plus gros sacrifice, le refus de l'offre de 5 millions de francs français de l'époque du Real Madrid et une Coupe du Monde au nom de l'Algérie. À plusieurs reprises, Alfredo Di Stefano lui faisait des yeux doux pour les Galacticos. Mais l'homme resta ferme sur sa décision de mettre l'intérêt du peuple algérien au-dessus de toute la gloire et l'argent du monde. Il y a eu un France-Espagne gagné par la France et Di Stefano voulait à tout prix que Zitouni rejoigne ses rangs, les rangs du Real Madrid, la plus grande équipe du monde à cette époque. En club, il poursuivra sa carrière au Raïd Shabab de Cuba, une équipe du quartier de la capitale Alger. Né le 19 octobre 1928 à Alger, Mostafa Zitouni a entamé sa carrière à l'OM Saint-Étienne avant de s'envoler pour la France. Cette figure emblématique du football algérien décède le 5 janvier 2014 dans la ville côtière de Nice, au sud-est de la France. Son meilleur palmarès, finaliste de la Coupe d'Algérie, avec le RC Cuba en 1966. Larquet est intérieur droit numéro 8, Revelli avant-centre numéro 9, Mekloufi capitaine intérieur gauche numéro 10 et Beretta ailier gauche numéro 11. Un autre artiste du ballon rond qui fait des émules dans le championnat français de l'époque, c'est Rachid Mekloufi. Ses prouesses à Saint-Étienne se passent de tout commentaire. Intraitable, balle au pied. Rachid Mekloufi, 22 ans, évolue à l'AS Saint-Étienne. Il est l'étoile montante du club. C'est qui a concédé un corner. Ce corner est tiré par Richevers, repris de la tête par Joléa, manqué et repris de volée par Mekloufi comme vous l'avez vu. Et c'est le premier but. Titulaire indiscutable dans son club, Rachid Maloufi marque le public stéphanois par sa lecture du jeu et son sens élevé du but. Touche en faveur de Saint-Étienne. Jacquet a le ballon. Larquet. Mekloufi, tire. Ah, jolie détente, très jolie détente de Henrique, car ce tir de Mekloufi était remarquablement placé. Et c'est le premier corner de la partie en faveur de Saint-Étienne. Est-ce que vous voyez bien armé pour un titre de champion de France? Oui, je crois que cette année, c'est sérieux chez nous. Derrière, nous avons Bosquier qui est venu avec sa force, son expérience, qui a donné confiance aux jeunes. Et je crois que c'est possible. Alors un pronostic? Nous ne serons pas loin de la première place. Je pense que la bataille sera avec Nantes et Bordeaux. De son arrivée au stade Geoffroy Guichard en 1954, il repart de manière inattendue à l'appel du FLN, laissant derrière lui 118 matchs et 65 buts marqués. Et Rachid, rapidement, va se faire apprécier du public stéphanois par la qualité de sa technique individuelle. Il est un buteur né, il est très incisif. Il est champion du monde militaire en 57. Il est également un des titulaires indiscutables de la future équipe de France qui va se rendre à la Coupe du Monde 58. Rachid Mekloufi, le meneur de jeu. Pierre Bernard, le gardien de but. Ne pouvant revenir directement en France à la fin de la guerre d'Algérie,
Mahaloufi fait un passage éclair en 1962 au Servette de Genève, inscrivant 12 buts en 14 matchs pour un titre de champion de Suisse. Suffisant pour l'ancien coach de Saint-Étienne, Jean Snella, de ramener son protégé en France. Rachid Mekloufi retrouve les Verts pour une nouvelle aventure. Redoutant des agissements réactionnaires du public de Geoffroy Guichard, il fait plaisir aux supporters. Un doublé coupe championnat en cette année 1968, marquant 85 buts en 217 matchs. Rejoignant Bastia en 1969, Mahaloufi joue 77 matchs pour 22 buts. 1-0 donc pour Saint-Étienne. Il embrasse aussitôt la carrière d'entraîneur pour quelques mois dans le club, avant de se consacrer à l'encadrement des Fennecs d'Algérie, de 1971 à 72, puis de 75 à 79, et il conduira les Fennecs à la Coupe du Monde de 1982 en Espagne, avant de devenir en 1988 président de la Fédération algérienne de football. Parmi ses trophées, Rachid Mekloufi a gagné une Coupe du Monde militaire en 1957 en Argentine, 4 titres de champion de France et une Coupe nationale avec Saint-Étienne, meilleur joueur de France en 1964, 66 et 67. Il est même à ce jour le deuxième meilleur buteur de Saint-Étienne, 151 réalisations. Derrière Hervé Révéli, 209 buts. Comme entraîneur, l'enfant terrible de Sétif a remporté avec l'Algérie 2 médailles d'or aux Jeux méditerranéens de 1975 à Alger et les Jeux africains de 1978. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage dans ce journal au regard des difficultés des petites et moyennes entreprises à veiller à une comptabilité efficace et une gestion rentable de leur activité. Une application a été développée pour répondre aux préoccupations spécifiques des chefs d'entreprise. Son utilisation et ses avantages sont présentés dans ce reportage. On va vous l'installer et vous l'aurez sur votre écran comme une icône. C'est certainement la révolution majeure de ces dernières années dans le domaine de la comptabilité. L'application Syncap est devenue réalité. Cette réalisation est développée par le cabinet Youré à destination des très petites entreprises TPE, des petites et moyennes entreprises PME et des start-up. Les jeunes boîtes, notre principale cible, souffraient énormément. On a reçu ici plusieurs fois des jeunes avec des concepts géniaux qui venaient de l'étranger, qui avaient des bons concepts, des bons business models, qui se sont lancés. Ça marche, il y a du retour. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, le projet échouait. Les comptes faisaient problème. La comptabilité faisait défaut. Pour le cabinet Youré, le constat de la faillite de nombre de TPE, PME et start-up a été un élément déterminant dans son engagement. Si pendant les 5 premières années, à peine 95% des entreprises survivent, 80% de ces 95, c'est la comptabilité. Ce n'est pas le business qui est mauvais, c'est parce qu'on ne sait pas faire les comptes. Et lorsqu'on a touché cela du droit, on s'est dit, en tant que cabinet d'expertise, on va proposer des solutions. L'expert, c'est celui qui vient avec des solutions. Après quelques propositions, dont un tableau comptable en version papier, le cabinet Youré est finalement passé à une version digitale, déjà disponible sur Play Store, sur le net, 5K.net et sera sur l'Apple Store dans peu. Déjà, votre tableau de bord, là, directement, vous avez déjà la situation même de tous vos états. Voilà, là, vous les voyez déjà. Dans la première, c'est la première chose qui vous marque et vous avez l'état des dettes, l'état des créances et l'état de la caisse. Tous ces états sont déjà affichés. Pour l'heure, l'application 5K est déclinée dans sa version démo avec l'objectif de l'améliorer. C'est une version démo. Pourquoi est-ce qu'on a voulu sortir une version démo? Parce que vu que c'est une grande première quand même, on s'est dit il faut le retour utilisateur. Il faut l'expérience des users. Donc on met la démo, on veut qu'ils la téléchargent massivement et nous disent là j'ai tel souci, là ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va permettre que la version finale en fin d'année réponde à leurs problèmes. On le sort pour eux. On voulait que le public aille vers cette démo qui est disponible, pour laquelle on fait cette communication, pour nous donner son retour parce que c'est sa solution. Les utilisateurs, pour leur part, se satisfont déjà de l'apport de Syncap à leur fonctionnement. Depuis que nous avons commencé à utiliser Syncap, à longueur de journée, j'ai fait mon travail et il n'y a plus de rapport comme avant parce que mon boss peut se connecter depuis sa maison, son bureau et
regarder les rapports en ligne. J'apprécie réellement 5Cap parce que ça me permet de faire ma comptabilité plus facilement. Il y a de cela 2 semaines, j'étais hors du pays. À partir simplement de l'application 5Cap, j'ai eu en un clic l'état financier de mon entreprise. Je pense aujourd'hui il est important pour tout chef d'entreprise d'instaurer ce système de gestion. Désormais, le cabinet Youre va se déployer sur le terrain pour la promotion de l'application 5Cap avec en point d'orgue un voyage en Côte d'Ivoire pour couvrir l'Afrique de l'Ouest. Mais plus important encore, son capital est ouvert et des actions peuvent être souscrites dans le cadre des Business Angels. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Duval Fangoa et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Bonsoir Duval. Cédric, la colère des Camerounais à Paris au cours des manifestations du week-end fait débat dans l'espace public. Dans le camp de l'opposition, on salue cette mobilisation impressionnante de plusieurs milliers de Camerounais dans les rues de Paris, malgré, vous le savez, le contexte sanitaire, les mesures barrières qu'il fallait respecter. Ils ont tenu à faire le déplacement pour Paris afin d'attirer l'attention à la fois du président Emmanuel Macron, dont le nom a été scandé dans les rues parisiennes, et aussi de dénoncer la situation au Cameroun, situation politique qui se dégrade selon les manifestants, selon ces Camerounais de la diaspora. L'opposition y voit un carburant pour continuer à critiquer l'attitude du gouvernement qui maintient en détention plusieurs centaines de Camerounais, mais dans les rangs du parti au pouvoir. Cela est un acte antipatriotique. Il faut savoir porter haut l'image positive du Cameroun à l'étranger, et le pouvoir en place, notamment le RDPC, le parti au pouvoir, y voit une main déstabilisatrice du Cameroun. Duval. Ce sera l'essentiel du débrief.